La Terre, seule planète habitable d'un système stellaire banal, berceau d'une vie intelligente baignée par la lumière dorée d'un soleil solitaire. La vie avait débuté il y a des millénaires et s'y était accrochée envers et contre tout, subissant plusieurs fins avant l'apparition de l'homme. Cette espèce frêle et mal adaptée dut faire preuve de résolution et d'intelligence pour se développer et enfin s'extirper de son berceau. L'exploration de son système stellaire fut une opportunité nouvelle de découverte et de richesse. Rapidement, des percées scientifiques suivirent. Avec l'épuisement des ressources terrestres, il devenait nécessaire d'entreprendre de coloniser les astres morts qui l'entouraient. L'an 2440 fut le début d'une ère nouvelle, avec la découverte du voyage plus rapide que la lumière. Désormais, l'humanité pouvait accomplir un voyage de plusieurs années en quelques semaines. Les distances devenaient relatives et l'appétit de ressources toujours plus grand, nourri par ce nouvel espoir. C'était le début d'une phase d'expansion qui marquerait à jamais l'histoire de cette race. Alors que les colonies s'étendaient aux quatre coins du système stellaire, un autre système fut atteint en l'an 2468. Alpha du Centaure, à 4,37 années-lumière, était désormais colonisé. Désespéré de combler son déficit en ressources et de rentabiliser au plus vite le coût astronomique de sa nouvelle épopée interstellaire, le gouvernement de la Terre fit pression sur les colonies pour toujours augmenter les quotas de production. Cela faisait plusieurs générations déjà que les colons vivaient dans des conditions précaires. Dans des couloirs exigus, privés d'une gravité naturelle et de la chaleur d'un soleil, soumis à des rationnements stricts, les pionniers d'hier étaient les esclaves d'aujourd'hui, menant une vie difficile et courte. Sur Terre, les dirigeants s'assuraient que les revendications ne parviennent jamais à la population, tandis que les ressources affluaient toujours. En l'an 2725, souhaitant de meilleures conditions de vie, un allègement des quotas et une liberté politique, des émeutes éclatèrent pour forcer les concessions. Mais ces dernières furent contenues. Ce n'est qu'en l'an 2889 que les habitants de la colonie de New Tyr décidèrent de se rebeller et de déclarer leur indépendance. Les autres colonies ne tardèrent pas à s'organiser, mais sur Terre, indifférent du sort des colons, et ne se préoccupant que de quotas, commença à envisager une réponse militaire dès l'année de 1896 du calendrier terrien. Une importante armée fut envoyée pour rétablir le pouvoir de la Terre sur ces colonies. Pour la première fois, l'armure de combat fut employée en situation de combat réel. Ce nouvel équipement garantissait la supériorité militaire des forces loyalistes, offrant une sécurité hors norme à son porteur sans sacrifier sa mobilité. Les rebelles étaient impuissants à faire face à cette réponse disproportionnée vis-à-vis d'une simple insurrection qui n'avait d'autre but que de garantir leurs droits civiques et une certaine qualité de vie. Ne pouvant lutter, mais ne lâchant rien, une guérilla finit par s'organiser et à s'installer durablement. Mais la poigne de fer se resserrait, et à coups de renforts croissants, l'espoir des insurgés était étouffé. C'est en l'an 2912 qu'un généticien développa des modèles génétiques. Ceux-ci permettaient une adaptation des gènes d'un individu pour lui permettre d'être plus fort, plus résistant et capable de résister aux environnements les plus difficiles. Le but de cet homme était de transcender la condition humaine et de soutenir une politique eugéniste permettant aux colonies d'obtenir une vie meilleure tout en réduisant la dépendance de la Terre envers ces dernières. C'était là l'occasion de débuter une nouvelle ère d'expansion, sans faire subir aux colons la souffrance de leurs ancêtres. C'était le début d'une humanité transcendée, parfaitement adaptée aux rigueurs de l'espace. Mais les dirigeants de la Terre n'avaient que faire de ce genre de préoccupations. Seule l'application militaire de cette découverte les préoccupait, et seules les armées de la Terre purent profiter de l'implantation des modèles génétiques. Ainsi naquirent les frères de bataille, des soldats hors pair, inégalables par leurs semblables non modifiés, chacun profitant
d'amélioration plus spécifiques afin de se perfectionner dans différents rôles. En 2920, des détachements spécialement adaptés furent déployés sur des mondes pour lesquels ils avaient été spécialement modifiés. En quelques années, l'influence et le pouvoir politique du scientifique ne firent que s'accroître et ainsi naquit la figure du fondateur. Usant rapidement de ses gains, il fit pression sur les autorités de la Terre pour obtenir de nouveaux soutiens, de nouveaux financements pour une distribution plus large du fruit de ses recherches et afin de poursuivre ces dernières. Mais l'élite suspicieuse entama une série de mesures afin de réduire son influence et de le mettre au pas. En l'an 2940, le fondateur, frustré par la bride que lui imposait le gouvernement et les différents retards induits par l'attitude des autorités vis-à-vis de son travail, prit la décision de présenter sa vision au public. Il souhaitait une humanité augmentée et unie, capable de prospérer dans toute la galaxie. Ce projet humaniste lui valut aussitôt le soutien populaire à la fois de ceux qui luttaient pour survivre dans l'obscurité des colonies et surtout de nombreux frères de bataille qui se sentaient comme l'incarnation vivante de cet idéal, cette incarnation d'un potentiel humain pleinement exploité. C'est grâce au soutien de ces derniers que le fondateur prit le pouvoir cette même année. Mais sa vision ne faisait pas l'unanimité. Beaucoup se méfiaient de ce scientifique politicien et sa vision d'une destinée transcendantale du genre humain inquiétait. Les fidèles de l'ancien régime devinrent des traîtres, et les forces se rééquilibrèrent autour de nouvelles préoccupations. Ainsi, en l'an 2941, un détachement de frères de combat de la colonie lunaire Inway offrit le refuge aux représentants en fuite de l'ancien gouvernement terrien, en conséquence de quoi ils devraient aussi subir l'ire du fondateur. Mais la rébellion ne s'arrêta pas là. En l'an 2943, rebelles et partisans de l'ancien gouvernement s'unirent autour de ce même projet. Si pour beaucoup, le fondateur demeurait un nouvel espoir pour une vie meilleure, pour d'autres il était un tyran. Un nouveau volet de la guerre civile venait de s'ouvrir. Soucieux de ne pas s'engager dans un conflit long et coûteux, le fondateur temporisa et s'attela à la création d'une nouvelle classe de guerriers d'élite. Il devrait lui servir de garde rapproché et s'assurer de l'application de sa volonté jusque sur les théâtres les plus lointains. En l'an 2948, le conduit établit son programme. Le fondateur commença alors à travailler sur le projet qui lui tenait le plus à cœur. Il y travailla depuis son vaisseau amiral. Il avait pour projet en effet de sécuriser sa conscience, en la copiant pour ensuite pouvoir la transférer à volonté dans des clones en cas de décès, garantissant ainsi son rôle de figure messianique au travers des millénaires. Et une fois cette dernière préoccupation résolue, la guerre civile s'accentua rapidement. Alors que de part et d'autre, les belligérants renforçaient leurs capacités, des forces de plus en plus nombreuses s'affrontaient, faisant usage d'armes de plus en plus dévastatrices, ne reculant devant rien pour s'imposer à l'autre. Des colonies furent détruites ou abandonnées, de vastes régions de la Terre furent laissées inhabitables par les combats, comme ce fut le cas en 2956, lors de la bataille de New Lisbon, lors de laquelle une confrontation majeure eut lieu aux abords de la ville éponyme, entre les traîtres de la Terre et les forces du fondateur. La violence des affrontements détruisit une grande partie de la péninsule ibérique. Le bilan humanitaire était désastreux. Et la population prise entre deux feux ne savait plus comment échapper à cette guerre totale. Le flot de réfugiés s'estimait à plusieurs millions d'individus, peut-être même des milliards. Les gouvernements civils sur le déclin s'effondraient les uns après les autres, ne pouvant plus s'assurer de répondre aux besoins les plus essentiels de leur population. Et cette dernière était de plus en plus négligée par la seule préoccupation que tous les différents partis partageaient, c'est-à-dire la guerre. Peu à peu, de nouvelles organisations commencèrent à se former, à l'initiative des réfugiés, afin de prendre en charge cette population oubliée, dont ne s'encombrait aucun des deux partis. Le but premier étant d'éloigner les réfugiés des zones de combat, bien qu'il n'existât pas de solution réelle d'échapper à un conflit d'une telle ampleur. Mais beaucoup anticipaient, même craignaient la suite des événements, la crainte étant que la Terre ne soit détruite et que d'autres mondes ne subissent le même sort. Ainsi, il n'existerait plus aucun foyer
en mesure d'accueillir l'humanité, désormais peut-être au bord de l'extinction. En l'an 2959, l'Alliance de réfugiés commença à élaborer un plan pour fuir vers un système lointain. Des conversions ont été effectuées sur de vieux navires civils, mais ce n'était pas suffisant. Avec l'aide des ouvriers des chantiers navaux de la Terre, il fut décidé de voler les vaisseaux qui étaient stationnés, y compris le vaisseau amiral du fondateur, qui s'y trouvait alors pour des réparations. Les navires furent convertis en vaisseaux de colonisation à l'insu des autorités, pour s'assurer de sauver autant de personnes que possible. Cependant, le projet d'évasion commença à fuiter. Toutefois, le dévouement et la coordination permirent de réunir les flottes d'autres petits mondes. Mais avant que les préparatifs ne furent achevés, la nouvelle du vol du vaisseau amiral du fondateur lui parvint. Les forces du fondateur étaient dispersées, enlisées dans l'impasse de la guerre civile. Il dut alors agir prudemment, réorganisant ses forces pour les mobiliser efficacement et restructurant sa logistique afin de soutenir plus efficacement l'effort de guerre. Lentement, il rappela de mission de nombreux vaisseaux éparpillés pour les rallier, afin de se porter à la rencontre de la flotte des traîtres. Le but était aussi de capturer les bâtiments perdus. À l'insu des traîtres, le programme Continuité avait déjà été mis en place sur le vaisseau amiral volé, et le fondateur n'était pas disposé à les laisser filer. La récupération de ces recherches était une priorité absolue, et contrairement aux espoirs des traîtres, le tyran ne reculerait devant rien pour les arrêter. La flotte de combat du fondateur rattrapa rapidement les fuyards. La peur sema la discorde, et certains voulaient se rendre sans combattre, tandis que d'autres se préparaient à l'issue la plus extrême, mais les chances de victoire étaient maigres. En 2960, la flotte loyaliste rattrapa enfin la flotte rebelle. Le fondateur ordonna une série d'arraisonnements, les frères de bataille ayant reçu l'ordre de récupérer un certain nombre de navires clés, tandis que le fondateur lui-même, à la tête de sa garde prétorienne, incarnée par les frères gardiens, devrait prendre le contrôle de son vaisseau amiral. Au départ, ce conflit était à sens unique, les frères de bataille écrasant facilement toute résistance de l'adversaire. En effet, contrairement à leurs homologues loyalistes, les combattants rebelles disposaient de bien peu d'équipement et de bien peu d'entraînement. De nombreux réfugiés se sont empressés de se rendre, estimant qu'ils étaient confrontés à un obstacle insurmontable et que la résistance était vaine et n'entraînerait que des représailles atroces. Il ne faut pas oublier que beaucoup avaient fui avec leur famille. Ce n'étaient pas des combattants, c'étaient les civils d'une guerre où ils avaient été pris entre deux feux, entre les forces de l'Alliance et les forces du fondateur. C'étaient les oubliés, ceux qui n'aspiraient qu'à la paix. Mais alors que l'espoir semblait perdu, les premiers rapports de victoire contre les frères de bataille ont commencé à être signalés. Une femme civile a rallié l'équipage de son navire pour y poster. S'attendant à une victoire facile, de nombreux frères de bataille furent pris au dépourvu par la résistance soudaine et déterminée qui avait émergé sur le navire. La nouvelle de ces victoires amena de l'espoir au sein de la flotte des réfugiés. Quelles que soient les probabilités, ils allaient combattre quitte à tout perdre, parce qu'en vérité, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient jamais rien vu. C'était peut-être la première fois pour certains qu'ils se sentaient enfin vivants. Rapidement, les frères de bataille furent confrontés à des embuscades, des pièges, et une férocité désespérée de la part des civils qu'ils rencontraient. Ils ne s'attendaient pas à autant de combativité, eux qui s'attendaient au contraire à la déroute d'un adversaire désorganisé. Mais ce n'était pas de la rage, c'était une fureur de vivre. Sur les réseaux de communication, des messages d'encouragement résonnaient dans toute la flotte rebelle. Le fondateur tenta de rallier au mieux ses forces, mais lorsque les frères de bataille battirent en retraite, les gardiens se turent, laissant les forces du fondateur divisées et confuses. Un second assaut fut alors décidé. Cette fois-ci, il prendrait mieux en compte les différents paramètres rencontrés lors de la précédente vague. Il s'agirait de prendre les mesures adaptées pour contraindre les insurgés à la reddition. Ils étaient toutefois résolus à accomplir leur mission quoi qu'il en coûte. Ils anticiperaient les problèmes rencontrés jusqu'alors et parviendraient à vaincre, au nom du fondateur. Un second assaut fut alors décidé à l'initiative des frères de bataille, désormais privés des instructions de leur commandement, à la fois de celles des frères gardiens et du fondateur. Ils étaient toutefois résolus à accomplir leur mission quoi qu'il en coûte.
mieux organisé et anticipant les problèmes rencontrés jusqu'alors. Ce coup répit permit aux réfugiés de se préparer à une seconde vague, qui serait une confrontation finale. Alors que les flottes continuaient d'avancer, les équipages attendaient la reprise des hostilités. Une anomalie apparut alors, mais avant qu'aucune action ne puisse être entreprise, un énorme trou de verre apparut, et engloutit alors les deux flottes. En un instant, les vaisseaux ont émergé dans une étendue d'étoiles inconnues. Les transmissions se sont tues, et les équipages ont cherché le moindre indice qui pourrait les aider à trouver leur position actuelle. La confusion était totale. L'environnement était inconnu. Les capteurs et les ordinateurs avaient beau se perdre dans une série continue d'analyses, les résultats n'apportaient rien. Ils étaient perdus dans l'espace. L'évidence sauta aux yeux. Les deux flottes avaient été dispersées à des centaines d'années-lumière des repères connus, dans une nouvelle région de l'espace encore inexplorée, mais qu'elle connaîtrait bientôt sous le nom de secteur Sirius. Sans aucun moyen de retour clair, les vaisseaux restants ont abandonné les combats et se sont mis à la recherche de mondes habitables afin de trouver les repères dans cette nouvelle et étrange galaxie.